m'appelle Françoise Lefebvre, je suis architecte. Nous sommes arrêtés en plein cœur du Mail Binet. Mail qui signifie promenade, promenade bordée d'arbres, et qui est peut-être le souvenir du grand projet de la balade verte dans la couronne de Paris. Cette légère ligne est extrêmement particulière dans son emplacement. Elle délimite d'une part la zone des habitations bon marché, ce qu'on appelle les HBM, qui vont border le boulevard des Maréchaux, et tout le secteur de la bande d'équipements et d'espaces libres qui va se dérouler jusqu'au périphérique. Ce territoire particulier s'implante de manière absolument arbitraire sur une bande de 400 mètres du nord au sud, bande qui a une histoire particulière, et si on raconte cette histoire, on pourra peut-être mieux décrypter les sensations, les interrogations qu'on peut se poser quand on déambule dans ce secteur. C'est la porte de Clignancourt, c'est la porte la plus dégueulasse des portes de Paris. Je le dis. Dans tout. Le prostitué, il passe la nuit là-bas, en bas des fenêtres. Ça crie toute la nuit. Vous habitez là? Oui, on habite là. Tu as vendu, tu habites. Je sais pas quelle fenêtre. Ah bah tu diras la petite lavande. Les dealers, les vendeurs de drogue. Tout. Il y a des choses bien là. Franchement là. Ouais. Franchement là. Et dis-leur. Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va où? Le marché, le bruit, tout. Les marchands de cuir. Non, les marchés de cuir, ils sont gentils. Les pauvres, ils sont là-bas comme, excuse-moi du terme. Non, c'est pas ça. Vers la Belgique, là, en vitrine. T'as des clients, Momo? Non, eux, ils sont gentils. T'as eu des clients ou pas? C'est que tu as une Lève au moc. Est-ce que t'as eu des clients? On est exactement au cœur du dernier anneau de la construction de la métropole, c'est-à-dire que cette bande de 400 mètres va être le lieu de la construction d'un rempart arbitraire, tant au niveau géographique qu'au niveau politique. Sa construction va s'achever en 1845. Dès le départ de cette implantation, on va fixer une limite de territoire pas encore définie et qui sera la limite dont Haussmann se servira en 1860 pour faire l'annexion des 11 communes internes à cet anneau et faire le Paris que l'on connaît aujourd'hui. Dès sa conception, le rempart, qu'on appelle le rempart tiers, s'avérera obsolète en raison non seulement de son utilité pendant les conflits politiques ou les guerres, mais également de l'évolution de l'armement. Il prendra un tour quasi tragique avec les événements de la Commune, quand en 1871 on retournera contre les Parisiens les armes depuis ce rempart. Alors je pense qu'on pourrait évoquer le profil de ce rempart avec un schéma. On a une première bande qui va ceinturer Paris, qui correspond à l'édification du bastion. Cette bande va correspondre en gros à une modification du terrain naturel qui va former une sorte de butte, et on va construire ce mur qui va soutenir cette butte. Derrière la butte, nous aurons un fossé avec ses pentes. Et puis, chose extrêmement marquante et qui aujourd'hui explique totalement la configuration urbaine de ce secteur, une zone qu'on appelle non edificandi, c'est-à-dire une zone réservée aux manœuvres et sur laquelle on ne peut pas construire. Dès 1919, après quelques années d'obsolescence de ce rempart, donc qui ne sert plus à rien, qui est juste un instrument de pouvoir très rejeté par les Parisiens qui se sont sentis enfermés par cette enceinte, comme par les communes limitrophes de Paris qui se considèrent comme éjectées d'un cercle privilégié. Après la guerre de 14, va être votée la démolition de ce rempart. On a davantage confiance dans la stabilité politique et en tout cas dans les possibilités de défense autres que de défense matérielle par une réponse diplomatique. Et la destruction de ce rempart, qui va être quelque chose de très long, va évidemment libérer des territoires qui vont
être l'enjeu majeur de la construction de nouveaux logements, puisqu'on est dans un manque cruel d'habitat, et toute une réflexion et tout un fantasme, je dirais, sur ces espaces verts libérés vis-à-vis de la banlieue, entre guillemets. Le quartier, il est bien. Dis-lui qu'il n'est pas bien, le quartier, mon gars. Hop, c'est pour qui? Ah, pour la musique là en bas, c'est ça, oui, oui. Chacun après. Toi, tu trouves qu'il est pas bien? Ah non, moi je trouve. Non, franchement, dégueulasse. Alors là, Vous Clignancourt. n'avez pas des Mais connaissances à pourquoi la pas? Je mairie? mérite pas, franchement. Ah, d'accord, c'est gentil, d'accord. Ah, merci. C'est pas elle, la pauvre, qui nous va nous- Bah, surtout la dame aujourd'hui, elle a essayé de. On l'a agressée. Ils ont Rien essayé de- qu'aujourd'hui, Si on revient sur la bande non édificandi, pendant toutes ces années de délaissement, forcément, on était sur cette zone qu'on va appeler la zone, et d'où l'expression les zonards, qui sont les habitants de la zone, c'est-à-dire que ces terrains libérés par l'armée, abandonnés, avec encore des propriétaires, vont être loués aux populations, on va dire défavorisées, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas du squat, il y a des loyers, il y a des conditions d'habitabilité là-dedans plus qu'indignes, mais on est sur un régime de location, de propriétaires sur ce secteur, et c'est pour Paris un réel problème, cette frange que l'on n'arrive pas à traverser. Et on va bien évidemment souhaiter expulser cette population qui dérange et la reloger de manière plus ou moins appropriée. Cette expropriation et ce relogement vont durer des années parce qu'effectivement il y avait ce problème de rachat de foncier et que ça va se faire sous essentiellement la plus grosse impulsion se fera sous Pétain en 1941. Mais ça prendra énormément de temps pour arriver à libérer ces territoires et à reloger ces populations, et bien souvent pas à la hauteur des promesses qui avaient pu être faites. Les Parisiens, quand ces immeubles se sont édifiés, ont considéré qu'on construisait un nouveau rempart. En fait. Ça a été une des critiques majeures, c'est qu'on a remplacé un mur par un autre mur. Moi, je nuancerai le propos justement par ce travail de plan masse qui a été fait. Cette nouvelle frontière, on utilise un peu trop ce terme, mais ce nouveau front bâti va néanmoins offrir pas mal de percées et d'ouverture avec ses jardins, avec ses petits passages, avec les rues elles-mêmes entre les HBM ne sont pas des rues très importantes. On a essayé de redonner une échelle humaine malgré tout à cet habitat. L'histoire de cette double ligne, ça va être donc une réponse architecturale avec la construction de ces habitations qui vont petit à petit sur une vingtaine d'années ceinturer Paris, ces fameux HBM qui vont reprendre un plan et une implantation qui va largement différer du tissu urbain qu'on connaît dans Paris, c'est-à-dire qu'on va avoir un système d'îlots, on va travailler avec des jardins intérieurs, on va travailler sur une certaine homogénéité, mais qui en même temps, aujourd'hui, a pu être perçue comme une architecture relativement pauvre. Ça s'explique puisque tout le courant moderne des architectes à l'époque, auquel la commande avait échappé, puisque c'est la ville de Paris avec ses propres architectes qui avaient construit, vont être extrêmement critiques par rapport à ce nouvel habitat. Mais il faut savoir aussi que ce nouvel habitat correspondait à une nette amélioration par rapport aux conditions de vie de ce secteur. En plus, c'est tous les gens qui n'ont pas papier, qui sont débarqués, et c'est des jeunes mineurs qui viennent du Maroc. Et j'ai parlé avec eux après. Qui reste chez eux, hein, C'est bonne chose. Non, mais c'est pas aussi. Merci. Pourquoi Parce que des fois, même chez eux, c'est un désespoir encore plus désespérant que celui qu'on a là. Je ne sais pas comment C'est vous pas parce que pensez. Hein. désespéré qu'ils viennent voler. Moi aussi, j'habite Clignancourt, je suis désespérée, j'ai pas de morale. C'est quoi pour la créativité et une
C'est a un des gamins qui gamin viennent de travailler. 10 ans qui est venu dans un camion. Ouais, après, ils m'ont suivi jusque là-bas, il a demandé l'excuse. Continue, il m'a demandé l'excuse, j'ai dit dis-moi comment t'es arrivé en France. Voilà. Il m'a dit oui, nous on vit dans la misère, on n'a pas à manger. J'ai dit pourquoi tu me demandes si tu m'as dit madame j'ai faim, je t'ai pas un sandwich, pas de souci. Tu viens pas voler mon portable pour le vendre et acheter. Donc on se retrouve avec cette deuxième bande donc, qui correspond à 250 mètres jusqu'aux villes périphériques. Et cet espace qui est un territoire à conquérir et à aménager a fait l'objet de nombreux projets, de nombreux rêves, notamment un rêve d'un poumon vert pour Paris. Mais ça correspond exactement au développement de l'automobile dans nos capitales. Et bien rapidement, Paris va se préoccuper essentiellement de gérer la question des flux automobiles qui se développent et l'émergence d'un projet autoroutier urbain assez exemplaire, on peut dire, même s'il est détesté de la majorité, mais exemplaire en termes techniques, du drainage automobile sur la ville, c'est-à-dire comment on récupère des autoroutes, comment on draine une ville en évitant d'être traversée, et le chantier du périphérique qui va durer de 1958 à 1973 va être l'enjeu majeur de ce secteur. Et même si on verra se développer un certain nombre d'équipements sportifs, on oubliera rapidement le projet d'une ceinture verte pour venir se préoccuper davantage de cette zone périphérique et de nouvelles anneaux qui va se développer, ce qu'on va appeler la ville périphérique, c'est-à-dire une ville qui va se tourner de part et d'autre de ce périphérique, une ville en mouvement, une ville en hauteur, une ville de relogement, mais néanmoins un élément majeur de la métropole aujourd'hui et un des enjeux de son développement, c'est-à-dire quelles vont être les reconsidérations de ce territoire qui, comme l'ont été le territoire de l'enceinte-tiers sur la partie bastion avec la construction des HBM, sur la partie non edificandi avec la création d'espaces verts, d'espaces d'équipements publics, même de cimetières, tous les équipements que l'intramuros ne peut pas recevoir. Et ce nouvel anneau, créé donc jusque dans les années 70, est aujourd'hui incontournable de la physionomie de la métropole, ce périphérique, qui est en fait un territoire des possibles et des devenirs et qui fait l'objet de nombreuses réflexions parce que je pense qu'aujourd'hui on est arrivé au point où sa remise en cause n'est pas pensable, n'est même pas souhaitable, mais le reconsidérer comme un boulevard urbain et en faire un autre élément de développement et une autre vision de cette ville périphérique.